Bonsoir à tous, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans ce journal du lundi 25 mars. Tout de suite, les titres de cette édition. Vers des habitations connectées et numériques, le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne y réfléchit pour son parc de 31 000 logements sociaux répartis sur les deux départements. Une expérimentation est réalisée en ce moment dans un appartement témoin et des projets seront lancés d'ici la fin de l'année. Plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. L'ONG CCFD Terre Solidaire se mobilise pour lutter contre le phénomène. La délégation des Yvelines organise plusieurs conférences pour expliquer les causes et montrer que des solutions existent. Nous recevons son président Philippe Tellier. Et puis retour sur la 3e édition de l'Estaca Drone Race, la course de drone organisée par des étudiants de l'école d'ingénieurs basée à Montigny-le-Bretonneux. 15 pilotes ont pris le départ sur un circuit entièrement plongé dans le noir et balisé grâce à des LED. Et les forums Job d'été reviennent également dans les Yvelines. Nous en parlons tout à l'heure avec Laurence Cousin, directrice d'Yvelines Information Jeunesse. Mais avant de développer ces titres, une famille de Limay soupçonnée d'abus sexuels sur au moins 3 filles âgées de 6 à 8 ans. Un homme de 50 ans, son épouse et leur fils de 18 ans ont été mis en examen par la cour de Versailles. Procédure ouverte après les révélations d'une adolescente et d'une fillette qui ont été placées dans cette famille. Une 3e enfant handicapée aurait également subi des violences. Les 3 accusés nient pour le moment les faits. 22 enfants en tout seraient passés par cette famille depuis 2010. L'ouverture à Paris aujourd'hui du procès en appel d'Abdelkader Mera, le frère du terroriste des attentats de Toulouse et Montauban en 2012, condamné à 20 ans de prison en 2017. L'homme est jugé cette fois-ci pour complicité des 7 assassinats, motif non retenu lors du premier jugement. Et parmi la partie civile dans ce procès, Samuel Sandler, l'ancien président de la communauté juive de Versailles, est le père de Jonathan et grand-père d'Arié et Gabriel, tués à l'école juive d'Ozaratora de Toulouse. Un square à leur nom avait d'ailleurs été inauguré en 2015 à Versailles. Samuel Sandler souhaite, comme les autres familles de victimes, que la complicité des meurtres soit reconnue pour ce procès en appel qui se tient jusqu'au 19 avril. Et DHLM bientôt connecté, le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne réfléchit à la question. Il présentait son appartement témoin la semaine dernière, un logement contrôlé par tablette et téléphone portable. Les détails avec ce sujet de Mélanie Poquet. Ça fonctionne en Bluetooth. Donc quand je vais m'approcher de la serrure, elle va s'ouvrir automatiquement. Accéder à son appartement avec son téléphone, c'est le futur qu'envisagent Les Résidences Yvelines Essonne, le bailleur social des deux départements. Aujourd'hui, on part du principe que la modernité va être tout ce qui est les nouvelles technologies, le numérique, qui va permettre d'apporter des services supplémentaires aux locataires et rendre les logements aussi attractifs d'un point de vue confort. Capteurs sur les portes et fenêtres, calcul de la température, de l'humidité ou encore des dépenses énergétiques du foyer. Des installations adaptables en fonction des besoins des locataires, familles, personnes âgées ou à mobilité réduite. Près de 7 500 €, c'est le montant estimé pour équiper les futurs logements. On est bailleur, on a vocation à loger des personnes, donc on doit bien les loger. Et comme en plus de ça, les personnes sont aussi modestes, c'est une question aussi d'éthique pour nous que de leur apporter le même niveau de confort, si ce n'est un niveau de confort plus élevé que dans le parc privé. Ces 2 petites électrodes, quand elles sont en contact avec de l'eau, elles vont venir m'alerter sur mon téléphone que j'ai une fuite, mais aussi couper l'eau. 2 projets vont être lancés d'ici la fin de l'année à Chanteloup-les-Vignes et au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Les Résidences Yvelines Essonne hébergent actuellement près de 100 000 locataires sur les 2 départements. On va parler solidarité avec mon premier invité, Philippe Tellier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la délégation des Yvelines du CCFD Terre Solidaire et vous organisez plusieurs conférences sur le territoire dans les prochains jours avec pour thème la faim dans le monde. 821 millions de personnes en souffrent aujourd'hui. Alors plusieurs causes et remèdes existent. C'est l'objet d'ailleurs de vos conférences qu'on va présenter dans un instant. Déjà, le CCFD Terre Solidaire, c'est une ONG catholique. Alors le principal cheval de bataille, c'est cette lutte contre la faim dans le monde, mais il y a aussi une lutte plus générale contre toutes les injustices, c'est ça ? Tout à fait. Dans son nom, le CCFD porte en effet le nom de la faim, puisque c'est Comité catholique contre la faim et pour le développement. Cela a été créé en 1961, suite à un appel de la FAO pour juguler ce grand problème mondial de la faim. Et le CCFD a comme suffixe Terre Solidaire, puisque on se veut solidaire de tout ce qui peut opprimer les populations du Sud et de l'Est, puisque ce sont elles essentiellement qui sont victimes du problème de la faim.
Alors, on arrive à toucher 2,2 millions de personnes dans le monde grâce à cette action-là. D'accord. Et bien qu'on soit catholique, on ne demande pas du tout si les gens font partie de telle ou telle obédience religieuse, peu importe. L'essentiel, c'est que les partenaires sur lesquels nous nous appuyons dans les pays mettent en avant des valeurs qui fassent que ça profite à la population de leur territoire. Alors manger à sa faim, c'est un droit fondamental. Justement, comment le CCFD s'attache à faire respecter ce droit fondamental dans le monde? Quels sont les types d'actions développées? Voilà. Alors on s'appuie on a quelques 700 projets, on s'appuie sur 400 partenaires. Alors ce qu'on entend par partenaires, ce sont souvent des associations locales, parce qu'on n'envoie pas d'experts, on n'envoie pas de mission en tant que telle occidentale. On considère que ce sont les populations locales qui sont les mieux à même de gérer leurs problèmes et de savoir qu'est-ce qui convient le mieux pour résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est déjà en s'appuyant sur eux. Et ensuite, on met en avant, par exemple, des programmes d'agroécologie pour faire en sorte qu'on puisse éviter l'érosion des terres, qu'on puisse cultiver de façon très intelligente et moderne, si je puis dire, à partir de l'agriculture locale, pour promouvoir les cultures vivrières et surtout faire en sorte que la population puisse se nourrir à partir de ce qu'ils produisent sur place. On en reparle dans un instant de l'agroécologie, parce que ça fait partie de l'une des solutions qui est mise en avant lors de ces conférences. On l'a dit, plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Quelles sont les causes de la faim dans le monde? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a ce chiffre très élevé? On recense en gros 5 causes qui provoquent la faim dans le monde. Alors d'abord les conflits armés et la guerre. Et on peut citer par exemple, moi je cite toujours deux exemples qui ont été un peu occultés dans les médias. C'est que le conflit en Syrie, il a d'abord été dû à 5 années de sécheresse qui ont mis 1,5 million de personnes dans les villes et dans les bidonvilles. Et ensuite, tout était prêt pour une explosion sociale et on connaît la suite. Il en a été de même avec 5 millions de personnes suite à 5 années de sécheresse également au Nigeria qui ont poussé les populations désertées dans les villages vers Boko Haram et les islamistes radicaux. Donc il y a les conflits armés, vous l'avez évoqué, il y a aussi d'ordre environnemental aussi, il y a une cause environnementale. Alors, il y a en effet, on lutte contre une deuxième cause, c'est la disparition de la biodiversité. Par exemple, est-ce qu'on sait que c'est 4 grandes multinationales qui possèdent 60% des semences dans le monde. Donc les agriculteurs sont de moins en moins auteurs de leurs propres semis. Et donc il y a une dépendance accrue vis-à-vis des agro-industries qui ne sont pas dans leur pays. La troisième cause, c'est le dérèglement climatique. On sait que par exemple, la remontée des niveaux des mers va surtout impacter ces populations-là, les petites îles indonésiennes et autres. Et puis, il y a, la spéculation qui provoque l'évasion fiscale et qui fait que ces pays-là ne vivent pas de leurs ressources. L'extraction minière, par exemple, à cause des paradis fiscaux, ne paye pas ce qu'elle devrait au pays où on extrait, par exemple, les minerais comme le coltan nécessaires à nos téléphones portables. Et pourtant, des solutions existent, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'objectif des conférences de mettre en avant ces solutions, notamment des solutions au Timor oriental. Alors ce pays qui est une île dans l'océan Indien, l'agroécologie, qu'est-ce que c'est l'agroécologie qui est mis en place justement en fait, c'est la mise en avant d'une culture paysanne respectueuse de l'environnement, donc sans intrants chimiques, et qui permet de juguler, par exemple, les phénomènes d'érosion, mais aussi d'optimiser au mieux tout ce qui est culture vivrière, d'associer les cultures entre elles. Par exemple, vous allez avoir une légumineuse qui fournit de l'azote dans le sol, qui va profiter aux cultures légumières à côté. Il y a tout un système d'agroforesterie pour que justement ces cultures profitent de l'ombre, etc. Enfin, tout ce qu'on développe aussi en France autour de l'agroécologie, ça s'apparente au bio, sauf qu'il n'y a pas de label là-bas. Et au Timor, ils poussent le bouchon tellement loin qu'ils vont jusqu'à la permaculture. Et le partenaire qu'on va faire venir, par exemple, demain soir à Voisin, il va parler de ça, puisque lui-même est à l'origine d'une loi dans son pays qui oblige à chaque chef d'établissement scolaire de créer un jardin de permaculture pour les enfants.
Donc ça, c'est une première conférence qui est au programme demain à la salle Cana de Voisins-le-Bretonneux. C'est à 20h30 et il y aura également 2 autres conférences sur cette même thématique à la salle du presbytère de Rambouillet. Ça, c'est le 3 avril à 20h et le 4 avril à la crypte Notre-Dame-du-Chêne à Viroflay. Une autre thématique, il nous reste 30 secondes environ. C'est aussi demain, c'est à Marly-le-Roi, c'est sur la pêche artisanale. Alors là, c'est la défense des pêcheurs artisanaux et notamment contre l'implantation de grosses infrastructures. On cite le Port City, c'est-à-dire que le gouvernement a vendu, paraît-il, des territoires maritimes à la Chine, et donc ces pêcheurs vont être, évacués de leur zone, alors qu'ils ont besoin des protéines des poissons pour vivre. Et donc, ça remet en cause et la biodiversité et la souveraineté alimentaire de ces populations-là. Et on retrouve bien sûr toutes les informations sur ces conférences sur le site du comité du CCFD solidaire des Yvelines. Et aussi pour donner au CCFD solidaire, j'invite les téléspectateurs à se rendre sur le site internet de l'organisation au niveau national. Merci Philippe Tellier d'être venu sur ce plateau, président de la délégation des Yvelines du CCFD Terre Solidaire. Solidarité toujours, mais cette fois-ci entre les 7 départements d'Île-de-France pour financer de grands projets. L'objectif du fonds d'investissement, le fonds de solidarité interdépartemental d'investissement, une enveloppe de 150 millions d'euros sera consacrée cette année à ce FS2I. Explication dans ce sujet de nos confrères de Via Grand Paris. Il l'avait annoncé voici 1 an au Salon des maires. Les présidents des départements d'Île-de-France allaient se serrer les coudes pour s'aider à financer leurs projets. C'est maintenant fait, ils l'ont annoncé ce jeudi, ils débloquent 150 millions d'euros, une bonne nouvelle pour le président de Seine-et-Marne qui pourra ainsi financer plus facilement ses projets. Son département est confronté chaque année à une arrivée de 13 000 nouveaux habitants. Nous accueillons beaucoup de population et cette population vient essentiellement des autres départements franciliens. Donc cette solidarité entre départements d'abord est compréhensible et elle va nous permettre d'encore mieux accueillir ces personnes qui viennent des autres départements. Ces 150 millions financeront en 2019 une quarantaine de projets, notamment dans l'éducation. Vous avez des projets de mobilité, vous avez des projets qui concernent l'éducation. On a en Île-de-France et en Grande Couronne une augmentation de population très importante. Et donc on a besoin de construire des collèges. Donc on a décidé par exemple que les collèges qui sont en zone prioritaire en politique de la ville, en REP, seraient favorisés par le projet interdépartemental. C'est l'avenir de nos franciliens. Les départements les plus riches financeront les projets des départements les plus pauvres. La Seine-Saint-Denis percevra ainsi 40 millions d'euros, 30% du fonds d'investissement. L'Île-de-France qui est caractérisée à la fois par de grandes richesses mais aussi par de profondes inégalités. Un des principes fondateurs de ce fonds de solidarité interdépartementale, c'était la redistribution des territoires les plus riches vers les territoires les plus pauvres. Premier contributeur de ce fonds, le département des Hauts-de-Seine. Nous allons investir dans ce budget de 150 millions, 62 millions par les Hauts-de-Seine, ce qui représente 41%. Parce que ce qui se passe dans les départements voisins touche évidemment notre département des Hauts-de-Seine. Les problèmes ne sont pas si localisables que ça. Ce fonds va permettre d'accélérer la réalisation de projets. Seront accompagnés les dossiers en matière de solidarité, d'éducation, de mobilité, de patrimoine, d'environnement, de rénovation urbaine et même des projets concernant les Jeux Olympiques. Financer ses vacances, ses projets ou tout simplement acquérir une première expérience professionnelle. De nombreux jeunes se tournent vers les jobs d'été en avril, mai et en mars aussi. Dès mars, Yvelines Information Jeunesse leur consacre des forums dans les Yvelines. Bonsoir Laurence Cousin. Bonsoir. Vous êtes la directrice d'Yvelines Information Jeunesse, la structure départementale qui accueille, informe, conseille et documente les jeunes. Alors plusieurs forums jobs d'été qui vont se dérouler, dont le premier c'est ce mercredi à la salle des fêtes de Gargenville de 14h à 18h. L'objectif c'est de couvrir tout le territoire des Yvelines, parce qu'il y en a sur différents lieux des Yvelines. Exactement, et on a la chance d'être un réseau, donc la force du réseau, c'est d'être nombreux. Donc on est une dizaine d'informateurs jeunesse, de structures labellisées Information Jeunesse sur le territoire, et donc on mutualise ces forums job d'été sur 3 dates cette année. Alors les 3 dates, donc c'est le premier ce mercredi à Gargenville, il y aura un deuxième forum le 10 avril à la salle des fêtes de Bois d'Arcy, et le 15 mai c'est à l'espace culturel Paul Gauguin de Chanteloup-les-Vignes. Pourquoi elle est intéressante cette formule du job d'été pour le jeune ?
Alors la formule job d'été, elle est intéressante si c'est un dating, c'est-à-dire si on peut être mis en relation avec des recruteurs. Parce que tout au long de l'année, dans les centres information jeunesse, finalement, ils peuvent s'informer, préparer leur CV, avoir des pistes de job, des affichages d'offres notamment. Là, l'intérêt vraiment premier, c'est de rencontrer les recruteurs et de pouvoir poser son CV. Est-ce qu'ils sont nombreux les jeunes à s'informer sur les jobs d'été? C'est une question qui les intéresse? Ça reste une question qui les intéresse. C'est le premier pas vers l'autonomie. Donc nous, c'est quand même une des missions principales que l'on a avec le réseau. Et puis il y en a qui n'ont pas forcément le choix. Ils veulent financer leur permis, ils veulent financer des projets personnels, des vacances. Donc c'est le moyen idéal pour le faire. Qui peut faire un job d'été? Est-ce qu'il y a un âge minimum pour commencer? À quel âge peut-on commencer? Alors légalement 16 ans, même si c'est compliqué pour les plus jeunes et notamment les mineurs. C'est pas complètement fermé. C'est vrai que Gargenville, par exemple, ouvre à partir de 18 ans. Pour les autres dates, c'est à partir de 16 ans. Alors, il n'y a pas de garantie de trouver le job. Après, on accompagne les jeunes, notamment sur l'élaboration du CV, parce que quelquefois, ils disent, j'ai pas grand-chose à mettre, mais en fait, on peut les accompagner pour valoriser aussi leurs expériences de stage ou extra-professionnels, sportifs ou autres. Et puis, de réfléchir aussi combien de temps je suis disponible, parce que c'est vrai que sinon, aucune expérience, à 16 ans, qui sont disponibles une semaine ou deux, le temps qu'ils s'adaptent pour l'employeur, ils vont repartir et c'est pas si intéressant que ça. Donc aussi leur faire prendre conscience un petit peu, de ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des secteurs multiples dans lesquels on peut faire des jobs d'été ou finalement quelques secteurs seulement? Alors, disons que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement que ce soit accessible, puisque qui dit job d'été dit quelquefois première expérience, donc il faut que ça reste accessible sans trop d'exigences d'expérience ou autre. Donc c'est vrai qu'il y a des secteurs privilégiés comme l'hôtellerie-restauration, l'animation socio-culturelle. D'ailleurs, le BAFA est accessible dès 17 ans, donc ils peuvent se former éventuellement. La vente, le commerce, ça peut aussi être des pistes. Il y en a d'autres, services à la personne. Bon, la motivation, c'est le maître mot, de réfléchir aussi à ce qu'on a envie de faire. Et puis les priorités, c'est gagner de l'argent, c'est aussi se faire plaisir, faire quelque chose qui nous intéresse et en même temps gagner de l'argent. Vous voyez, c'est des questions qu'il faut se poser aussi. Peut-être aussi s'ouvrir culturellement, parce que c'est possible de faire des jobs d'été à l'étranger. En tout cas, c'est... Alors à chaque fois, il y a des informations. Voilà, nous on a un label Eurodesk, donc du coup, tout ce qui est mobilité européenne et internationale, on privilégie toujours cet axe. Donc il y aura des offres, effectivement, à l'international sur des emplois saisonniers, tout à fait. Qu'est-ce que pourront trouver ces jeunes justement sur ces 3 forums jobs d'été? Quelle information? Quels recruteurs seront présents? Quelles entreprises seront Alors, présentes? pour l'accompagnement sur les 3 dates, il y a automatiquement le réseau information jeunesse en amont pour avoir des conseils, mais aussi la mission locale ou d'autres partenaires qui peuvent accompagner sur le CV, la lettre de motivation, des simulations d'entretien, ça peut être aussi intéressant. Il y aura des affichages d'offres au-delà des recruteurs sur place, même si, encore une fois, ce sont les recruteurs qui sont privilégiés. Il y a à peu près une quinzaine de recruteurs sur place sur chaque forum, avec beaucoup de commerce-vente, services à la personne, animation socio-culturelle, hôtellerie-restauration principalement. On essaie d'avoir aussi les offres de l'ANEFA sur les cueillettes. Des offres aussi en mobilité internationale, mais ça c'est plus en affichage. Donc 3 dates proposées par Yveline Information Jeunesse. Il y a également d'autres dates oui, du réseau qui le font en solo parce que par exemple à Rambouillet ils sont un petit peu excentrés. Donc Rambouillet, ce sera le 18 mai à Rambouillet, donc bouge ton été, donc des offres de job, mais aussi de l'été utile, si vous voulez. Ça peut être des chantiers internationaux. C'est vrai que les mineurs, on peut aussi les engager sur des dispositifs intéressants et qui ne seront pas forcément du job, mais qui permettra à ces jeunes de rencontrer différentes personnes et de s'engager sur un projet. Donc ça peut être bien sur le CV aussi. Donc on retrouve bien sûr toutes ces dates sur le site d'Yveline Information Jeunesse. Merci Laurence Cousin d'être passée sur ce plateau, directrice d'Yveline Information Jeunesse. Partons à la découverte d'une confrérie. À présent, elle défend depuis 4 ans la poule et le pâté de Houdan, sommet très réputé, autrefois quasiment disparu. Une cérémonie d'intronisation avait lieu hier dimanche à la salle des fêtes de Houdan. Michael Elmidoro et Aurélie Ronce. Chevalier de la confrérie de la poule et du pâté de Houdan. Ils sont désormais les ambassadeurs et les défenseurs de produits qui ont failli disparaître, la poule et le pâté de Houdan. Depuis 2016, une soixantaine d'adhérents font partie de cette confrérie qui organisait son 4e chapitre. Il s'agit d'une réunion annuelle. La communauté intronise de nouvelles personnes au cours d'une cérémonie bien particulière.
On a une épreuve, c'est de manger le pâté. On boit un petit verre de vin blanc pour le faire passer également. Et ensuite, on jure sur un serment, comme quoi on devient des ambassadeurs de cette confrérie où on va dire une bande d'amis se réunissent régulièrement pour organiser ce genre de réception. À 3, 1, 2, 3. 31 personnes ont été intronisées. Certaines viennent d'autres confréries gastronomiques, d'autres sont des personnalités. Toutes ont à cœur de défendre ce mets de choix qui était notamment servi sur la table de Louis XIV. C'est vrai que le pâté de Houdan, c'est quelque chose qui est vraiment une tradition locale et je pense que ça doit se défendre parce que chaque région doit défendre son patrimoine et le patrimoine gastronomique, c'est aussi quelque chose de très important. Ce 4e chapitre s'est terminé par un défilé en ville. Ça fait revivre un peu le centre de Houdan qui se meurt. Donc ça fait du bien. On voit que les traditions sont perpétuées et qu'il y a encore du monde qui s'intéresse au patrimoine et au terroir français et c'est assez important de préserver ça aujourd'hui. Très prochainement, le pâté de Houdan figurera sur la carte de grands palaces parisiens. Et cet événement a vu également la création d'une nouvelle confrérie, celle du miel, le miel des Yvelines. Les 6 personnes qui la composent viennent essentiellement de plaisir. Et grâce à cette officialisation, elles vont pouvoir désormais mieux faire connaître et reconnaître leurs produits auprès du public, mais aussi auprès de d'autres confréries gastronomiques. Avant de connaître les principaux résultats sportifs du week-end, retour à présent sur la 3e édition de l'Estaca Drone Race. C'était ce samedi sur le site de l'école d'ingénieurs basée à Montigny-le-Bretonneux. 15 pilotes se sont affrontés sur le circuit conçu par les étudiants de l'Estaca Modélisme Nicolas Dandry. Passe en moyenne de 0 à 120 km/h en 3 secondes. Ces drones sont programmés pour la course. Des petits bolides volant à 4 hélices télécommandées, pilotés grâce à un casque connecté à une caméra. Le 5 pouces, donc justement pour le parking, un peu plus grand, plus de puissance. Et donc là, je l'ai réglé de façon à avoir vraiment un pilotage souple dans la trajectoire et la caméra donc régler une luminosité puisqu'on est en parking, donc on en basse luminosité. C'est une course en parking, donc du coup c'est un endroit très confiné et donc du coup au niveau espace, faut une machine qui ne soit pas trop puissante pour éviter de taper le plafond ou ainsi de suite. Et là la course comment elle s'est passée? Ça se passe plutôt bien, moi j'arrête pas de taper mais ça va, ça se passe plutôt bien. Un circuit lumineux dans le sous-sol de l'école d'ingénieurs de Montigny-le-Bretonneux. Cette 3e édition de la course de drone a rassemblé 15 pilotes, organisée par l'association Estaca Modélisme. Nous plongeons le parking dans le noir et nous balisons le circuit à l'aide de LED justement, et ce qui permet vraiment aux pilotes d'avoir un circuit assez atypique et ce qui suscite leur curiosité. Cette course s'ancre dans le calendrier de l'association avec comme objectif de démocratiser cette pratique sportive naissante. Il est de retour pour ses résultats sportifs du week-end. Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. Alors l'actualité sportive encore une fois chargée. On va commencer cette chronique en prenant notre respiration. Est-ce que vous avez déjà vu une performance à couper le souffle ? Bah écoutez, vous allez nous en parler. Voilà, c'était le cas ce dimanche au centre aquatique de Saint-Cyr-l'École. Le franco-cubain Andy Cabrera Avila, que vous voyez à l'image avec son aileron de dauphin, a réalisé un nouveau record. Après avoir nagé en apnée dynamique pendant 6 heures et 12 heures ces dernières années, cette fois-ci, il n'a respiré que 4 minutes et 12 secondes pendant 6 heures d'apnée statique. C'est énorme. Un défi qu'il s'est lancé pour dénoncer la maltraitance des animaux marins dans les parcs aquatiques. On écoute la réaction de ce champion juste à la sortie de son record. Il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de bruit à côté. Et c'est non-stop. On se lance plus. C'est difficile, mais bon, je suis content de l'avoir fini. Je n'ai pas une grande capacité pulmonaire, donc je joue avec ma force de volonté, d'essayer de garder mon mental et de penser à comment un petit état de Cuba peut devenir un grand dauphin de France.
Le nageur espère également avoir réussi son autre défi, sensibiliser le grand public sur la cause animale. On parle maintenant baseball, Mickaël, direction Montigny-le-Bretonneux. Oui, Grégory, je vois que vous suivez bien l'actualité sportive du département. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux, finalistes malheureux la saison passée de première division, repartent au combat pour aller chercher leur Graal. Et ils ont plutôt bien réussi leur début ce dimanche. Ils se sont imposés 9-0 et 9-2 sur les 2 matchs contre les Cavigales de Nice lors de la première journée du championnat. Quelles sont les attentes des supporters? Nous sommes allés à leur rencontre. Qui remporte le championnat et qui retourne en finale. L'année dernière, je crois, ils étaient en finale, si je dis pas de bêtises. Donc, qui retourne en finale et qui gagne. Qui gagne la Coupe d'Europe à Brno au mois de juin, ça serait super. D'accord. Et en championnat? En championnat, qui gardent leur place en finale, ça serait comme l'année dernière, ça serait super. Après, peut-être battre Rouen si c'est possible, voilà. Des belles victoires, tout simplement, voilà. Juste des belles victoires? Bah oui, déjà, ce serait pas mal. Je suis très optimiste pour la saison à venir. Il y a une très bonne cohésion de groupe et je pense que le travail de cet hiver va payer et qu'on ira encore plus loin cette année, non seulement national et puis aussi la Coupe d'Europe, tout ça. Les supporters vont-ils être satisfaits des performances de leurs protégés? Réponse dans quelques mois, Grégory. On termine par un résultat de rugby, Mickaël. Alors, on termine donc ce tour d'horizon par une note très positive. Le rugby club de Versailles a fêté ce week-end la montée en Fédéral 3 devant des centaines de supporters dans une ambiance électrique, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et les joueurs leur ont fait plaisir en l'emportant 37-12 face à Clichy, leur 16e victoire en 16 matchs disputés. Ils tenteront maintenant de remporter le championnat de France pour que la fête soit encore plus belle. Merci Mickaël, ces résultats et bien d'autres encore dans votre émission. Le 7-8 Sport à retrouver dans un instant après ce journal. Et puis puisqu'on parle de sport, petit clin d'œil à un grand monsieur du commentaire. Il y a tout juste 11 ans disparaissait Thierry Gilardi. Le 25 mars 2008, le journaliste passé par les rédactions de Canal+ et de TF1 succombait à une crise cardiaque à l'âge de 49 ans. Thierry Gilardi était né à Saint-Germain-en-Laye et résidait à Montfort-l'Amaury où il est enterré aujourd'hui. C'est la fin du 7-8 journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.